Bonjour, ici Guillaume Font, je suis psychiatre à la PHM et chercheur au laboratoire de santé publique de l'Université de la Timone. Alors aujourd'hui, j'aborde la question comment choisir un journal pour soumettre votre article. C'est une question qui est très compliquée et une question qui demande beaucoup d'expérience. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas expérimenté dans le processus de publication, je vous recommande d'aller demander les conseils des personnes qui ont déjà beaucoup publié et, si possible, dans un domaine proche de celui où vous souhaitez publier. Par exemple, si vous publiez dans un domaine de psychiatrie biologique, allez vers des personnes qui ont déjà beaucoup publié dans ce domaine. Si vous publiez dans la qualité de vie, allez vers des personnes qui ont publié dans la qualité de vie. Si vous publiez plus dans des questions de psychothérapie, allez vers des personnes qui ont publié en psychothérapie. Pourquoi? Parce que les revues n'ont pas les mêmes scopes. Donc les scopes, ce sont les objectifs des revues, les sujets d'intérêt des revues. Et chaque revue a ses particularités de fonctionnement. Elle peut accepter plus ou moins facilement certains articles, aussi en fonction de la nationalité des auteurs, il faut bien le dire. Donc, par exemple, des revues américaines vont être peut-être moins favorables à des articles européens. Donc, il faut prendre tout cela en compte dans le processus de publication, et cela est très compliqué. Donc là, je commence par un exemple d'un mail que j'ai reçu il y a quelques jours d'un collègue avec qui donc j'ai fait une méta-analyse sur les liens entre l'infection à Toxoplasma gondii et les accidents de la route. Vous voyez que c'est un sujet qui n'est pas très usuel en psychiatrie. Et donc, il posait la question, et donc juste pour vous donner cet exemple, euh, cet article, il était déjà en cours depuis plus d'un an et demi. Donc, on l'a commencé début 2017, et là, on était donc mi-2018. Et l'auteur, le principal, le premier auteur, nous envoie un mail pour dire, eh bien, il parle à un de ses collègues, et il dit, vous aviez raison de me dire de ne pas trop tarder, parce qu'effectivement, il y a eu un autre article qui a été publié sur le sujet. Ça, c'est très dommage parce que donc cela veut dire qu'on a perdu la primauté de la publication et on aurait pu le faire beaucoup plus tôt. C'est comme ça. Donc cela nous enseigne qu'il ne faut pas tarder, que quand on commence un article, cela doit devenir un objectif prioritaire et il faut aller le plus vite possible à la publication. Donc cela doit vraiment être réfléchi quand on se lance dans un article. Il faut vraiment réfléchir au temps et à l'énergie qu'on est prêt à y accorder et à la place qu'a cet article dans sa vie quotidienne et se mettre d'accord notamment avec son directeur, son encadrant de recherche sur le temps qui va être alloué à cet article. Notamment si on le fait en dehors de son temps de travail, cela peut être très laborieux. Mais donc c'est une question de priorité. Et le bénéfice, par contre, à la fin sera vraiment grand lorsque l'article sera publié parce que finalement, on a un sentiment de contrôle et d'efficacité qui renforce positivement le travail autour de la publication d'articles. J'ai vu énormément de personnes se décourager à cause d'un premier article qui a trop traîné et qui n'a pas été publié potentiellement à la fin. Ça arrive très fréquemment. Pour ma part, le premier article que j'ai écrit à l'époque était un article sur les liens entre le VIH et la psychiatrie. J'étais en premier semestre d'internat. Cet article n'a jamais été publié parce que j'ai trop attendu, j'ai voulu être trop perfectionniste et surtout parce que je travaillais dans un domaine que je maîtrisais mal, qui était l'infectiologie, et que le domaine du VIH évoluait trop vite en infectiologie et que ce qui faisait que mon article était périmé à chaque fois que j'essayais de le soumettre. Donc j'ai eu des réponses aux reviewers très salées qui m'ont été très formatrices. Mais donc je souhaite à tout le monde d'éviter ce genre d'enseignement euh, si possible. Alors donc cet auteur, donc ce collègue qui est hollandais, donc demandait donc qu'est-ce qu'on doit changer dans le manuscrit, mais aussi dans quel journal est-ce que vous l'enverriez. Et donc je lui ai fait ma réponse donc en lui disant que j'étais plutôt optimiste malgré la publication de la première méta-analyse parce que nos résultats étaient significatifs, me semblaient vraiment très importants pour la santé publique et que je pensais que le JAMA ou le Lancet pouvaient quand même être très intéressés par ce type de résultats. Bon, il s'est trouvé que finalement le Lancet n'a pas retenu l'article, hein, c'est une revue parmi les plus sélectives, hein, l'impact factor est énorme. Et donc il demandait dans quelle autre revue on pourrait la soumettre.
et il proposait par exemple neuropsychopharmacologie ou acta psychiatrica. Alors, ce que je lui ai répondu, c'est que je pensais que, il serait très important de publier dans l'impact factor le plus élevé possible, parce que je pense vraiment que cet article est un article de qualité et que, le sujet est majeur et peut concerner, au-delà de la psychiatrie. Il y avait la revue World Psychiatry qui est la plus référencée avec le plus haut impact factor, mais il semble qu'il soit assez compliqué de publier dans cette revue pour tout un tas de raisons qui sont assez opaques. Et donc, je lui proposais plutôt en premier le JAMA Psychiatrie ou le Lancet Psychiatrie, donc des impact factors autour de 11 ou 12, alors que les revues qu'il proposait, il y avait donc neuropsychopharmacologie, donc je n'y étais pas favorable parce qu'il n'y avait pas de pharmacologie dans notre article, et Acta Psychiatrica qui est passé en 2018 à un impact factor de 4,9, alors qu'il était plus élevé en 2017. Donc du coup, je trouvais que cet impact factor était peut-être faible par rapport à la valeur de notre article. Il avait proposé cette revue parce que notre première méta-analyse était passée dans cette revue, alors que je pensais qu'on pouvait faire un grade A avec. Et donc, je lui proposais d'autres grades A, comme l'American Journal, le Biological Psychiatry ou le British Journal. Donc, seul l'avenir dira dans quelle revue passera cet article. Mais vous avez déjà là une présentation d'un processus de choix de la revue, de concertation entre plusieurs auteurs pour choisir une revue de publication. Sachant que vous ne pouvez jamais avoir le résultat garanti que votre article va être accepté dans n'importe quelle revue, quel que soit son impact factor ou le scope de cette revue. Pourquoi? Parce que cela dépend de la subjectivité de chaque éditeur. Une revue a un comité, un panel d'éditeurs, et donc il y a une loterie qui se fait, et en fonction de l'éditeur qui va recevoir votre article, vous pouvez être rejeté de suite ou pas, et donc vous pouvez avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Alors, l'impact factor est quand même une bonne indication pour le choix de la revue dans laquelle vous soumettez. L'erreur souvent du débutant, c'est d'avoir la folie des grandeurs et de vouloir soumettre dans des revues trop élevées. Il faut commencer souvent modeste et c'est pourquoi il faut demander donc à des personnes expérimentées quelle est la meilleure revue à laquelle vous pouvez prétendre en fonction de votre article. Donc cela dépend de plusieurs choses. S'il s'agit d'une revue systématique ou d'une méta-analyse, cela dépend du nombre de sujets et d'études inclus pour une méta-analyse, ou du côté vraiment euh, actuel et innovant du message pour une revue systématique. Mais ça, c'est très très compliqué pour une revue systématique de monter à plus aucun grade C. Il faut vraiment être un chercheur reconnu et c'est souvent des revues qui ont été commandées par l'éditeur. Donc c'est l'éditeur qui va contacter un auteur pour lui demander une revue systématique, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un auteur qui va proposer spontanément une revue systématique à un éditeur. Donc pour cela, pour avoir l'impact factor que vous visez, je vous recommande donc d'aller dans le JCR, c'est le Journal of Citation Reports, et là vous allez dans la catégorie psychiatrie. Donc vous cliquez dans ce menu déroulant et vous avez l'ensemble des revues référencées en psychiatrie et leur impact factor correspondant. Donc en pratique, c'est très difficile de publier dans des revues de grade A, donc comme par exemple le Lancet ou le JAMA, parce que cela demande vraiment des études qui généralement, donc pour des études avec des données, ce sont soit des essais contrôlés randomisés de grande ampleur, soit des études de cohorte sur plusieurs années avec des gros effectifs et des résultats significatifs, ou soit des méta-analyses avec un grand nombre d'études, avec souvent des équipes de plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines de personnes qui travaillent dessus comme les méta-analyses de Stéphane Leucht, par exemple, ou de Andrea Cipriani, qui sont un peu les stars dans la publication de la méta-analyse en psychopharmacologie. Donc en pratique, si vous avez fait votre étude en petit comité et en local, cela va être très compliqué de publier dans ce genre de revue. Gardez à l'esprit aussi que la recherche clinique se publie moins bien que la recherche fondamentale. Donc la recherche clinique, c'est donc les données que vous récoltez en pratique quotidienne et les questions auxquelles vous souhaitez répondre dans votre pratique quotidienne, alors que la recherche fondamentale, donc ça va être des recherches de cascade, par exemple enzymatique, d'implication de gènes. Cela peut être de la neuropsychologie éventuellement, mais c'est plus compliqué de publier dans des revues de bon niveau sur la cognition que sur la génétique, par exemple.
Et donc toutefois, gardez à l'esprit que rien n'est impossible et que cela dépend, surtout de la taille de votre échantillon et du caractère innovant de vos résultats. Donc pour vous donner par exemple, un exemple que, de la recherche clinique peut être publiée dans un grade A, nous avons publié par exemple cette étude sur, la rémission, dans la dépression chez les patients qui souffraient de schizophrénie. Et ça a été publié dans le British Journal of Psychiatry, donc une revue de grade A en début d'année 2018. Donc cela venait du fait que, nous avions un échantillon très conséquent, donc plus de 600 patients, et que nous avions des résultats significatifs qui avaient un vrai sens clinique, qui permettait donc à tout clinicien de changer sa pratique et d'orienter les prises en charge des patients souffrant de schizophrénie avec une résistance au traitement antidépresseur. Donc rien n'est impossible. Donc, gardez aussi à l'esprit que si vous voulez publier haut, il va falloir apporter souvent une autre dimension, qui soit au moins une dimension biologique, par exemple. La psychiatrie biologique se publie, beaucoup plus dans les grades A, que de la psychiatrie avec uniquement de la recherche clinique. Donc pour vous donner un exemple, donc cet article avait été publié avec moins de sujets, donc c'était 360 sujets, c'était au début de l'année 2016, et par contre c'est passé dans Schizophrénie Bulletin, donc un impact factor autour de 9, parce que nous avions démontré les liens entre l'inflammation périphérique et les troubles cognitifs dans la schizophrénie, donc ce qui permettait d'apporter une première piste thérapeutique étiologique dans les troubles cognitifs de la schizophrénie. Donc là encore, rien n'est impossible. En pratique, il va être beaucoup plus fréquent pour vous de publier dans des revues de grade B ou de grade C, donc des revues de grade moins important. Et gardez à l'esprit que l'impact factor évolue chaque année, donc j'ai fait une vidéo spécifique sur cette question. Et donc n'oubliez pas de vérifier où en est l'impact factor d'une revue avant de soumettre, parce qu'on peut avoir parfois de grandes surprises avec des revues qui ont fortement augmenté leur impact factor ou des revues qui ont fortement diminué l'impact factor. Donc cette année, par exemple, le Journal of Clinical Psychiatry a fortement diminué son impact factor, alors que European Psychiatry a fortement augmenté son impact factor, par exemple. Donc ici, vous avez des exemples de titres de revues qui sont en grade B en psychiatrie, mais qui certaines peuvent osciller entre le grade A et le grade B, d'autres entre le grade B et le grade C. Donc certaines revues sont plutôt stables, alors que d'autres revues, en fait, donc, ont quand même des fluctuations assez importantes de leur impact factor. Et donc là, vous voyez par exemple que Acta Psychiatrica et l'Australian Journal of New Zealand Journal of Psychiatry ont augmenté fortement leurs impact factors ces dernières années. Mais Acta Psychiatrica a diminué alors qu'il était en grade A l'année dernière. Donc cette année, il est menacé de passer en grade B. Donc on attend les grades JCR pour savoir ce qu'il en est. Et on ne les a pas encore actuellement. Donc, une très bonne revue dans laquelle vous pouvez publier, c'est si vous faites de la neuropsychopharmacologie, c'est Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, qui est une revue européenne qui donc est plutôt bienveillante pour les publications françaises. Vous avez, si vous publiez en schizophrénie, vous avez la revue Schizophrenia Research, par exemple, qui a Impact 3.9 depuis plusieurs années, donc en grade B. Et le Journal of Affective Disorders qui a augmenté, qui est en grade C et qui a augmenté son impact factor à 3,8 cette année. Donc on attend de savoir si la revue va passer en grade B ou va rester en grade C. Vous avez d'autres revues dans lesquelles cela peut être plus compliqué de publier, mais cela dépend à chaque fois si l'éditeur est intéressé ou pas par votre étude, la taille de votre échantillon et vos résultats. Par exemple, pour vous donner un exemple, je n'ai jamais pu publier une étude concernant l'inflammation dans la revue Schizophrenia Research, alors que j'ai publié d'autres articles d'aussi bonne qualité avec les mêmes échantillons dans d'autres domaines, comme par exemple la toxoplasmose, dans cette revue. Donc, je ne m'explique pas pourquoi certains de mes articles ont été rejetés et d'autres acceptés, alors qu'ils ont la même qualité dans la même revue. Donc, cela veut probablement dire que l'éditeur n'accorde pas le même intérêt à un sujet en fonction voilà, de son centre d'intérêt. J'ai eu aussi comme réponse que le tabac, ça n'intéressait pas à Schizophrenia Research et qu'il fallait soumettre dans des revues d'addictologie, alors que le tabac est un problème de santé majeur dans la schizophrénie qui concerne 55% des patients. Donc voilà, ce sont des positions éditoriales, vous n'y pouvez rien. Et par contre, vous apprenez au fur et à mesure. Et donc, je sais que je ne soumettrai plus d'articles sur l'inflammation ou le tabac dans la revue Schizophrenia Research, par exemple.
Alors, il y a 2 revues qui sont, à la limite entre les grades B et les grades C. C'est la revue European Archives of Clinical Psychiatry and Neuroscience, qui a été en grade B il y a 2 ans et qui est repassée en grade C et qui restera en grade C cette année probablement. Et la revue European Psychiatry qui a fortement augmenté son impact factor cette année, dont on attend de savoir, où elle sera classée. Donc la revue European Psychiatry, c'est une revue française, mais cela ne veut pas dire que cela augmente vos chances d'avoir un article accepté, parce que cela dépend là encore de la position de l'éditeur qui ne veut peut-être pas faire de favoritisme pour la France, justement. Comme je l'ai dit précédemment, le Journal of Clinical Psychiatry a fortement chuté. Il était en grade A il y a encore 3 ans, et puis il est passé en grade B récemment, et il a fortement diminué son impact factor, hein. Il a perdu plus d'un point d'impact factor en 2 ans. Donc ça, c'est assez énorme. Et pour une revue qui parfois peut avoir des reviewers très désagréables et qui ne publie en ligne l'article qu'un an après l'acceptation, ce qui est énorme. Donc il faut garder tout cela à l'esprit. Donc personnellement, moi je ne choisis plus cette revue comme une revue prioritaire pour soumettre mes articles. Car il est important pour moi que mes résultats soient publiés le plus rapidement possible après leur acceptation. La revue Journal of Psychiatric Research peut accepter certains articles et en rejeter d'autres pour des raisons assez obscures. Voilà, c'est plutôt aléatoire, plutôt hiératique. Donc, personnellement, moi, c'est pas une revue que j'affectionne beaucoup. La revue CNS Drugs, je connais très peu de collègues qui ont publié dans cette revue, donc je crois aussi que la France n'est pas forcément la bienvenue dans cette revue. Ou alors cela peut être parce que les sujets n'intéresse pas de la même façon, ou alors que ça concerne plus de la pharmacologie fondamentale, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'expérience de publication dans cette revue. Alors, il y a une revue qui généralement accepte beaucoup d'articles, qui est en grade C, donc c'est plutôt un bon grade, mais un impact factor plutôt bas à 2,4. Mais cela permet au moins de publier vos résultats dans une revue internationale. Une revue qui a plutôt mauvaise presse parce que certains articles qui ont été publiés dans cette revue ont une mauvaise qualité. Donc je pense à certains articles iraniens, par exemple, que j'ai eu l'occasion d'étudier pour une méta-analyse sur la kétamine, par exemple, voilà, où il y avait manifestement des problèmes méthodologiques majeurs dans ces articles et qui sont passés à travers le filtre du reviewing. Donc voilà, Psychiatry Research peut rester une bonne option finale, j'ai envie de dire, pour votre article. La revue compréhensive psychiatrie, je n'ai jamais pu publier dans cette revue et j'ai cru comprendre d'après la position de l'éditeur que c'était parce que c'était plutôt tourné vers la psychopathologie et donc tout ce qui concerne la biologie, la pharmacologie n'est peut-être pas forcément attendu dans cette revue. Donc ne vous fiez pas au titre qui finalement renseigne assez peu sur ce qu'attend le comité éditorial. La revue Psychopharmacologie était en grade B à un instant donné aussi il y a plusieurs années, puis a beaucoup diminué dans ses impact factors. Donc pour l'instant, voilà, l'impact factor est plutôt bas et elle est en grade C aussi, mais par contre, les éditeurs sont anglais et voient plutôt d'un bon œil aussi les publications françaises. Mais j'ai vu un article qui a été rejeté, par exemple, au motif qu'ils n'étaient pas intéressés par des études observationnelles, ce qui me semblait plutôt étrange puisqu'ils avaient accepté d'autres articles observationnels auparavant. Donc l'article en question, c'était un article sur l'association entre les benzodiazépines et les troubles cognitifs dans la schizophrénie, ce qui me semblait un article de bonne facture et qui a été rejeté par cette revue. Donc, vous pouvez donc toujours avoir des réponses surprenantes, quelle que soit finalement la revue et l'article que vous soumettez.